Donc, bonjour. Moi, je vais un peu continuer sur la lancée de prémices et parler des prévisions saisonnières à longue échéance et notamment des questions qu'on s'est posées sur, donc à l'époque, prémices, la version opérationnelle n'existait pas et clairement, elle est en accès restreint. Donc, comment ces prévisions qu'on peut avoir à partir de modèles calés localement pouvaient se comparer à des prévisions saisonnières qui étaient disponibles ouvertement sur Copernicus. Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, c'était comment améliorer ces prévisions à longue échéance aux échelles locales. Donc ça, c'est des travaux effectués avec Maria-Elena Ramos de l'équipe et Ilias Peklivanidis de l'Institut suédois d'hydrométéorologie. Donc voilà, donc la question, comme je disais, c'était quel est l'apport de services qui vont être quand même faits à l'échelle, alors souvent continentale, parfois globale, par rapport à des services qui vont être plus locaux ou des modèles qui vont être plus locaux, qui vont bénéficier de données locales et d'expertise locale, sachant que ces données locales ne sont pas toujours ouvertes à tous et donc pas toujours en accès libre. Alors forcément, ça va être des systèmes, donc moi je vais parler de systèmes de prévision saisonnière, hein. Ça va être des systèmes qui vont se baser sur des modèles avec des stratégies différentes, des stratégies de calage différentes, et c'est notamment ce qu'on va voir tout de suite. Donc, les deux services que j'ai mis à droite, effectivement, enfin, c'est pas du tout anodin. Donc, prémisse, on a regardé d'un côté les performances liées au modèle GRCJ en prévision saisonnière, et de l'autre côté, une chaîne de modélisation qui ressemblerait à celle de Copernicus, basée sur le modèle eHype à l'échelle européenne. Donc, très rapidement, vu qu'on parle de modèle à réservoir, en fait, c'était juste pour montrer que Hype, en soi, son cœur, sa philosophie, c'est assez proche de GRCJ dans le sens où c'est des réservoirs successifs. Donc, on n'est pas sur des méthodologies ou des philosophies fondamentalement différentes en termes de structure de modèle. Et c'est vraiment au niveau de leur mise en place locale ou régionale qu'on va avoir de fortes différences. Donc, Hype, c'est quand même orienté processus, peut-être un peu plus que GRCJ. On est sur un nombre de paramètres beaucoup plus important parce qu'on va régionaliser les paramètres en fonction du type de sol, du type d'usage de sol, parfois de l'altitude. Donc, c'est voilà. Donc, échelle continentale, comme je disais. Et ça va être du coup un système qui va reposer sur des données aussi météo, précipitation, température, large échelle, typiquement ERA intérim ou ERA intérim expertisé, et qui a été optimisé avec des données GRDC de débit qui sont disponibles à l'échelle globale, mais avec une couverture assez limitée. Alors que GRCJ bénéficie de Safran pour son calage et des données de la banque hydro qui sont bien plus exhaustives. Donc l'exercice qu'on a fait, c'était, on a contraint ces deux systèmes déjà avec les mêmes prévisions saisonnières qui avaient été corrigées. Et donc, on s'est dit, on regarde d'un côté la chaîne hydrologique du service Copernicus et on compare à une chaîne dans laquelle on aurait le service Copernicus météo en entrée du modèle GRCJ. Et on a soumis ces deux chaînes à des exercices différents. Donc là, on s'est restreint à 10 bassins versants sélectionnés pour les étiages dans le cadre de prémices d'ailleurs, avec peu ou pas d'influence de la neige. Et c'est sur ces 6 bassins que je vais vous montrer les résultats. Donc, avant même de parler de prévision, on a regardé les performances en simulation parce que c'était à portée de main. Et on voit, donc, si on regarde sur la colonne journalier, on a regardé les différences de corrélation qui ne sont pas corrigeables par des méthodes d'ajustement de biais standard et qui demandent vraiment une expertise au niveau des processus. Et on voit clairement que GRCJ, qui est calé localement, comme on s'y attendait, offre des performances bien supérieures à ce modèle eHype qui n'a pas du tout été calé, en particulier pour ces bassins-là. Donc c'est plutôt rassurant et plutôt attendu. Ce qu'on a pu voir par contre, c'était que dès qu'on se rapprochait vers des échelles mensuelles ou saisonnières, on avait en fait un espèce de rattrapage, un effet de rattrapage du modèle européen, notamment parce que ces portages météorologiques ont été optimisés sur des échelles mensuelles. Donc en fait, on se rapproche de son domaine d'expertise, de son échelle temporelle d'expertise. Donc, on part sur un constat qui était plutôt attendu. Et maintenant, on va regarder les chaînes de prévision. Donc, notre chaîne de prévision complète, comme l'a présenté François, c'est des ensembles de précipitations et de températures venant du Centre européen de la météo qui ont été ajustés, qui rentrent dans notre modèle et qui nous permettent d'avoir des prévisions saisonnières hydrologiques.
Donc, cette chaîne, on l'a évaluée, enfin, vérifiée en termes de performance globale, c'est-à-dire on compare la distribution de notre ensemble par rapport à notre observation. Donc ça, c'est notre système complet, qui comprend des erreurs liées au modèle hydrologique, aux conditions initiales et au forçage météo. Et on pourrait confronter ce système à une alternative qui serait disponible assez facilement pour des bassins jaugés, c'est-à-dire d'utiliser tout simplement la climatologie des débits observés. Et on va faire un exercice supplémentaire qui sera, au lieu de ça, de regarder la climatologie des débits simulés par chacun des modèles. On va voir pourquoi. Donc, si on regarde maintenant la performance de ces chaînes de prévision, donc quand on est à 0, on est équivalent à notre climatologie des débits historiques. On voit qu'avec GR6J, on peut avoir des bonnes performances jusqu'à peut-être 2 semaines à 1 mois en fonction du moment. Donc là, par exemple, le petit point ici, c'est une prévision faite en janvier pour les 6 mois à venir, février pour les mois à venir, etc. Donc, des prévisions saisonnières mensuelles pour 6 à 7 mois. Donc, on a des performances sur le mois qui vient. En été, on a un peu plus de performances. Pour IAC, on voit que ce n'est pas aussi concluant, c'était attendu, parce que là, on est vraiment en train de regarder la capacité de nos modèles à représenter les observations. Donc, si on les contraint à un exercice différent, qui est cette fois celui de prévoir des anomalies, comme présentait François, sec, humide, normal. On compare cette fois nos chaînes de prévision à un ensemble de débits simulés. Donc, on enlève l'impact de la modélisation hydrologique, on regarde vraiment juste si on arrive à dire est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous de la moyenne. Et là, dans ce cas-là, on voit que finalement, le modèle continental s'en sort pas trop mal. Donc, une fois qu'on a enlevé l'influence du modèle hydrologique, on a une meilleure performance même du modèle continental, des performances qui sont bien meilleures dans les deux cas. Par contre, en termes de mémoire, on reste sur... Bon, peut-être qu'on gagne un petit peu, mais on reste de l'ordre de 1 mois en général. Alors, du coup, dans cette deuxième ligne, les 2 facteurs qui vont influencer notre performance, ça va être à la fois les forçages GCM, leur qualité, et les conditions initiales. Et on a voulu regarder un peu la sensibilité ou l'origine de ces performances en les décomposant selon ces 2 facteurs. Donc, si on regarde la qualité qui provient des prévisions GCM, en hiver et en été pour un peu de comparaison. En orange pour IHYPE, on voit que IHYPE bénéficie beaucoup des prévisions GCM en hiver, un peu moins en été, c'est attendu, il y a moins de précipitations, donc moins d'intérêt des prévisions GCM. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'était que GR6J perdait. Et ça, c'était un peu lié à notre chaîne de prévision, qui était basée sur des précipitations qui étaient ajustées par rapport à R1 intérim. Donc en fait, là, on s'est rendu compte que si on voulait vraiment que GR6J bénéficie des prévisions saisonnières, il fallait vraiment qu'elles soient ajustées par rapport au modèle que GR6J connaissait, c'est-à-dire Safran. Donc là, c'était quelque chose, a posteriori, si on devait recommencer, c'était ça qu'on ferait, mais du coup, ça nous a appris quelque chose. En termes de conditions initiales, on voit par contre là cette fois que les 2 modèles réagissent relativement similairement. Donc en hiver, alors on reparle de persistance en quelque sorte, des conditions initiales qui vont perdurer jusqu'à peut-être 5 semaines en hiver, en été qui vont perdurer jusqu'à parfois plus de 3 mois. Et une légère différence entre IHYPE et GR6J, mais ça j'en parlerai pas forcément, sauf si vous êtes intéressé. Donc ça, quelque chose qu'on peut regarder aussi, c'est du coup, si on se demande quel est l'intérêt relatif de soit utiliser des prévisions GCM, soit d'améliorer les conditions initiales, donc soit par l'assimilation de données, soit par l'amélioration du modèle, quel est-il? Donc typiquement, si on regarde la chaîne qui était avantagée, c'est-à-dire la chaîne continentale, on voit qu'il y avait un apport similaire des prévisions GCM et des conditions initiales pour le premier mois. Donc, il y aurait autant d'intérêt en termes de qualité uniquement des prévisions à investir soit dans l'un, soit dans l'autre. Par contre, en été, il apparaît assez clairement qu'il y a un intérêt à avoir de meilleures conditions initiales. Et du coup, je voulais faire le lien avec des travaux un peu plus généraux qu'on a fait à l'échelle de l'Europe. Donc, justement, on a regardé la pondération de ces conditions initiales et de ces forçages météo sur la qualité des prévisions saisonnières. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de se placer ici. À l'horizon 1 mois, en moyenne en Europe,
c'est effectivement le cas qu'il y a autant d'importance de ces deux facteurs. Donc, en revanche, dès qu'on est sur des longues échéances, il va falloir plutôt regarder les forçages météo parce qu'on a perdu la persistance. Si on est sur des régions très pluvieuses ou avec des forts gradients d'altitude, on va se tourner plutôt vers les forçages météo. Tout ce qui est regarder les pompes printanières, les recharges automnales, ça va aussi dépendre des forçages météo. Donc là, on est un peu en train de réinventer la chose, on a un peu normalisé un système pour vérifier ça effectivement sur les prévisions saisonnières, alors que les conditions initiales vont avoir un intérêt sur tout ce qui est étiage, que ce soit hivernaux ou estivaux, ou sur les régions arides. Et on va avoir des changements très très contrastés sur les régions enneigées et sur les hauts-pieds. Conclusion. Donc finalement, quel est l'apport des différentes chaînes de prévision? Pour l'estimation des débits et de volume, c'est sûr que la chaîne qu'elle est localement a tout son intérêt et toute sa place. Il n'y a pas de doute là-dessus. L'utilisation de services large échelle peut devenir intéressante dès qu'on garde des échelles temporelles plus importantes. Et quand on regarde les anomalies, on voyait que les deux systèmes se défendaient plutôt bien, tant que ces systèmes sont bien corrélés avec les observations, sinon ces anomalies n'ont pas de sens. Et par rapport aux pistes d'amélioration, donc, on a vu qu'il y avait un besoin de cohérence dans la chaîne de prévision, ce qui n'était pas notre cas dans le cas de GRCJ, mais j'imagine que maintenant dans le Prémis, c'est pas du tout un problème. Et que Prémis récupère toutes les informations qu'il faut des prévisions GCM. Voilà. Et ensuite, cet apport relatif qu'on a pu voir entre données GCM et conditions initiales qui va dépendre des conditions de bassin et de la réactivité de ces bassins. Voilà. Merci.